La parole à Madame la Présidente. Bonsoir à tout le monde. Je vous dirais que deux chiffres qui me font froid dans le dos. En France, on comptabilisait 10 127 suicides en 2007. Donc je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Auquel j'ajouterais malheureusement 160 000 tentatives. Mesdames, Messieurs, comme le disait Madame Codry à l'instant, nous sommes effectivement dans notre 14e journée nationale pour la prévention du suicide. Cette année, nous avons choisi un thème, prévention du suicide et évolution des opinions. Nous sommes orientés et fixés sur la prévention du suicide. Et ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi parce que la prévention du suicide, eh bien, c'est très discuté. Très discuté parce que le suicide, c'est une fatalité. Le suicide, on ne peut rien faire. La prévention n'existe pas. Alors évidemment, pour nous qui nous occupons de prévention, je dirais, ce que nous renvoie une partie de l'opinion à ce sujet, nous dérange un peu. Et c'est paradoxal, parce que quand on parle de prévention, de manière étymologique, le mot prévention, c'est devancer. Prévenir, c'est venir avant le suicide. Donc, quand on met en cause la prévention du suicide, quelque part, nous sommes évidemment gênés. Venir avant, c'est aller vers l'autre qui a du mal à vivre et ne veut pas parler de son mal-être. Alors, vivre, qu'est-ce que être? Je laisserai la parole à notre ami Alain Guyard, qui vous répondra beaucoup mieux que moi. Alain Guyard, je n'ai pas la prétention d'être philosophe, mais je fais un peu le professeur de philosophie. Ça ne fait pas de moi un philosophe, hein, c'est pas parce qu'on enseigne l'anglais qu'on est britannique. Hein. Je l'enseigne, quand je l'enseigne, c'est dans les lycées, puis aussi depuis environ 5 ans, je le fais dans plusieurs prisons de France, notamment au Beaumet, et si je me permets d'en parler comme ça pour introduire mon propos, 3 fois dans les groupes de détenus avec lesquels je travaille, d'être confronté effectivement à la disparition brutale et définitive de c'est effectivement quelque chose qui est bien sûr, vous vous en doutez, très violent, surtout dans un milieu qui est un milieu lui-même fermé, et en clôture totale, dans lequel la parole est toujours une parole d'injonction. C'est jamais une parole qui peut permettre, elle aussi, une libération. Il n'y a pas de libération de parole, il y a de libération de nulle part en prison. Être satisfait parce que tous ses besoins sont satisfaits, voyez-vous? Le fait que j'existe, ça veut dire qu'il y a en moi un appel à l'extériorité, il y a en moi un appel à plus que quelque chose qui pourrait simplement me contenter. Il y a quelque chose qui, en moi, fait que le besoin ne suffit pas. Pour le dire autrement, si vous voulez, par le simple fait que j'existe, j'avoue par là que je porte en moi une espèce d'insatisfaction, une frustration, mais aussi une énergie et un appétit qui fait que je suis toujours au-delà de moi-même, toujours en avance sur mes besoins, toujours ouvert vers plus que ce que je suis. Et si je ne suis pas dans le besoin, par exemple, je suis dans le désir. Alors je ne veux pas trop m'étendre. Mais ça a été bien expliqué par un Gugus que vous connaissez sans doute, parce qu'il a écrit des très gros volumes. Jean-Paul Sartre, L'être et le néant. Alors, vous savez, très souvent, quand on va à la librairie, qu'on se renseigne, on se dit L'être et néant, on va l'acheter pour se renseigner. On voit ces 2 gros tomes, on dit bah je vais acheter L'être, puis on se renseigne sur le prix, peut-être le néant il est moins cher avec un titre pareil, vous voyez. Alors c'est un peu intimidant un bouquin pareil, L'être et néant. Mais il y a quand même dedans une image qui est assez belle, et je voudrais vous la soumettre. Et c'est une image physique, hein, c'est pas une métaphore, c'est un dessin pour ainsi dire. Alors, petit tableau, je vais dessiner la chose, vous allez voir, ça va être très clair. Patrick Houpert, donc je suis journaliste à TF1, correspondant en Languedoc-Roussillon. Alors moi le suicide, je dirais en tant que tel, je suis pas confronté, je suis pas acteur, je suis plus spectateur, je regarde, c'est une problématique forte, forcément. Nous dans les médias, c'est vrai que c'est une problématique qu'on aborde peu, pour pas dire pas du tout, qu'on survole, on sait pas trop, j'ai l'impression qu'on est un peu pas très à l'aise en fait avec cette problématique-là. Ça vient aussi à mon avis du fait que le suicide c'est un mal-être qui est long, qui est profond, qui s'inscrit dans le temps. Et nous, notamment, moi je parle de la télé parce que c'est plus mon média, je connais quand même la réalité de la radio, de la presse écrite. On est plutôt des médias de l'immédiateté, c'est-à-dire que nous, il faut que ça bouge. On dit toujours nous, il n'y a rien de plus vieux qu'un journal de la veille. Et donc il faut qu'on avance. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Et quand on a traité un sujet la veille, on y revient rarement. Donc, je crois vraiment que le suicide, c'est justement quelque chose où il faut travailler dans la profondeur. De là à dire qu'on n'est pas un média profond, ça pourrait peut-être être ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas, je pense, sincèrement, qu'on n'a pas capacité vraiment à analyse. C'est pas notre rôle peut-être. C'est peut-être ce qu'on attend de nous au niveau télé. Mais
on est là, on balance des infos, il faut aller assez vite, mais après on n'analyse pas vraiment. Je crois que ça c'est une de nos réalités à nous. La Perroni, dans le service de psychologie médicale, qui m'a largement formé à la prise en charge, on va dire, des patients suicidants. Alors, ce que je voulais vous proposer, c'était plutôt un témoignage par rapport à cette thématique, l'évolution des opinions, et notamment l'évolution de l'opinion médicale du suicide. On va dire qu'il y a depuis les années 70, on va dire une remédicalisation de la question du suicide. Le suicide a toujours intéressé différents courants de pensée, que ce soit les courants philosophiques, religieux, médicaux. Il y a eu une première médicalisation de la question du suicide au XIXe siècle avec Esquirol notamment, qui était un psychiatre qui a proposé effectivement que le suicide était une affaire de souffrance médicale et qu'il y avait probablement une pathologie psychiatrique sous-jacente. Ensuite, la sociologie s'est un petit peu emparée de cette question, mais depuis les années 70, très clairement, on assiste à un nouveau courant comme ça, de remédicalisation de la question du suicide. Et ce qui me semble aussi intéressant au sein de ce courant, c'est une forme quand même une évolution, voire même une... Théologien, je ne sais pas si vous mettez une réalité derrière, c'est un grand mot. Littéralement, la théologie, c'est le discours qu'on peut faire sur Dieu, les mots qu'on peut mettre sur cette réalité de la foi, mais j'aime mieux la définir comme cette capacité de rendre compte intelligemment d'un chemin de bonheur à laquelle nous sommes appelés en Dieu. De rendre compte intelligemment, avec les mots d'aujourd'hui, de ce chemin de bonheur à laquelle Dieu nous appelle. Voilà, cette vocation de l'homme qui est une vocation de bonheur. J'y reviendrai parce que c'est lié, je crois, un peu à cette ouverture existentielle qui a été évoquée. Et pour commencer, je voulais relier un peu aux mots que j'ai entendus, qui sont revenus, les mots de parole, de libérer la parole. Cette capacité de trouver ces lieux où la parole est libérer la parole des personnes. Il y a des mots aussi autour de la liberté, le choix, le non-choix, qui est accouplé avec la notion de responsabilité aussi. Et donc, peut-être dans un premier temps, je voudrais souligner simplement dans mon propos introductif la notion d'interdit, parce que c'est ce qui domine souvent dans le domaine religieux, et notamment catholique, cet interdit par rapport au suicide. Alors interdit, j'aimerais vous le faire entendre comme interdit, l'espace suffisant et nécessaire pour qu'une parole soit possible et pour que des personnes puissent se voir et se parler. L'espace suffisant nécessaire pour que le lien, une relation soit possible. Puisque on peut dire l'acte relationnel, c'est ce qui nous fonde. Et lorsqu'on se fie un peu à la théologie chrétienne, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire ce qui constitue l'être même de Dieu, cet être relationnel, ce qui le fait vivre, constitue l'homme aussi. L'homme est un être relationnel, il est fait pour la relation. Il est facile de constater que la personne qui n'a plus personne à qui parler, qui n'a plus personne en face, eh bien, c'est la mort. Et donc, comment l'interdit permet cet espace suffisant nécessaire pour qu'une relation soit possible. Je suis un des membres de PSLR, je suis psychiatre à la clinique des Sophoras. Également, en tant qu'établissement privé, nous intervenons en relais des services d'urgence régionaux dans la prise en charge des patients suicidants. Nous avons une spécificité là-dessus. Alors, saluer et remercier nos 4 intervenants qui nous ont apporté des éléments d'une grande qualité. Je voulais également remercier Robert Doucet pour son micro-trottoir, parce qu'il nous permet de bien poser le débat, je crois, ce soir. Qu'il a interrogé sur Montpellier et qui a, je trouve que ce micro-trottoir a vraiment un contenu intense et qui, j'espère, va nous permettre d'ouvrir le débat et d'amener des questions. J'espère qu'on va pouvoir interférer avec nos intervenants de façon productive ce soir.